Lorsqu'une broche rouge réapparaît, les soupçons refont surface et Miss Marple observe « Bienvenue à Vérités obscures. Je suis votre hôte, Léon. Participez au mystère. Dites-moi dans les commentaires d'où vous nous rejoignez. » Vos messages enrichissent véritablement ce voyage. Et maintenant, l'histoire se dévoile. C'était un rare après-midi de soleil ininterrompu dans le village de Larkspur Hollow, ce petit coin de campagne anglais où les haies étaient trop bien rangées et où même les ragots avaient un charme certain. Le long de la route principale, qui serpentait comme un sourire poli devant le presbytère et la vieille boulangerie, des banderoles flottaient dans un rouge et un blanc éclatant. L'air était imprégné d'un parfum de roses et de scones tout juste sortis du four, mêlé à une légère note acidulée de xérès. À Fernwood Rise, la plus grande maison à distance de marche du bureau de poste, la cérémonie annuelle T. Aux roses la fête battait son plein. Des tables à tréteaux, recouvertes de nappes en dentelle, supportèrent le poids de biscuits Victoria, de saucisses roulées et d'une impressionnante sélection de confitures, présentées au concours de la conserve de l'année, de la Guilde des femmes. Une fanfare du village voisin de Chilbury jouait une interprétation vaguement reconnaissable de règles. Britannia sous un belvédère recouvert de lierre. Au bord du jardin, assise à l'ombre d'un hêtre pourpre, Miss Jane Marple sirotait son thé. Dans une délicate tasse en porcelaine, ses mains gantées fermes et ses yeux bleus brillants sous le doux bord de son chapeau de paille. Vêtue d'un cardigan lavande pâle, elle observait pensivement le ballet des personnalités du village devant elle. « Oh, Jane, je suis tellement content. Vous êtes venue, » dit Madame Edith Glencroft, hôtesse de Fernwood Rise et reine mondaine. De Larkspur Hollow. Elle était robuste et impérieuse, avec une poitrine imposante et une broche en diamant en forme de colombe épinglée juste sous son épaule. « Je ne connais pas la moitié des gens ici cette année. Tous les cousins et les parasites ont émergé depuis les fiançailles de cousin Lionel. »« Oui, » dit Miss Marple d'un ton doux, « j'ai remarqué que la foule est un peu plus métropolitaine aujourd'hui. » Madame Glencroft baissa la voix et se pencha d'un air conspirateur. « Cette femme là-bas, à côté des pivoines, porte un parfum parisien. Je parierai ma broderie là-dessus. » Miss Marple sourit. « Je dois dire, » continua Edith, « que j'espère que la fiancée du cousin Lionel ne trouve pas la campagne trop ennuyeuse. Elle est plutôt exotique, non ?» Le regard de Miss Marple se posa brièvement sur la jeune femme en question. Ariadne Fontaine, brune, vêtue avec élégance et fraîchement arrivée de Londres, se tenait raide à côté d'une assiette de tarte à la crème anglaise, sans s'adresser à personne. Ses mains étaient croisées sur la pochette en velours cramoisi qu'elle portait toujours sur elle. La rumeur disait qu'elle avait été comédienne de théâtre, même si personne ne l'avait jamais vue jouer autre chose que du dédain. « Elle est vraiment remarquable », a déclaré Miss Marple. « Impressionnant et un peu grossier, » renifla Edith. « Je l'ai présenté à Madame Dalton et elle a à peine hoché la tête. Croyez-moi, ce genre de beauté ne vient jamais sans une dose de drame. Il se trouve que le drame était déjà dans l'air, même si la plupart des gens l'ont pris pour de la chaleur ou un excès de confiture. La fête se déroula comme d'habitude, dans un léger ennui ponctué de petits scandales. Le révérend Chudleigh renversa un plateau de petits fours. Monsieur Humble de l'épicier demanda à Mademoiselle Green depuis combien de temps elle était enceinte, ce qui la fit disparaître en larmes derrière les rhododendrons. Puis, juste après 4 heures, la musique s'est arrêtée au milieu de la mesure. Il n'y eut pas de cris, pas vraiment, juste une inspiration soudaine et collective, une vague d'inquiétude qui parcourut les massifs de roses comme un vent. Madame Dalton, rouge et essoufflée, trébucha sur le chemin de gravier depuis l'aile est du jardin, agitant une main gantée, de manière erratique. « Appelez quelqu'un, s'il vous plaît. Oh mon Dieu, quelqu'un appelle. » Sa voix se transforma en hoquet. Quelqu'un l'aida à s'asseoir, tandis que d'autres se précipitèrent vers l'aile d'où elle était sortie. Miss Marple se leva et posa sa tasse de thé avec la plus grande précision. « Il semble, dit-elle à personne en particulier,
qu'il s'est passé quelque chose d'assez terrible. Ce fut Edith qui accompagna Miss Marple dans la maison. L'aile est généralement inutilisée, sauf lors de grandes réceptions, avait été aménagée le matin même pour accueillir la fiancée du cousin Lionel. Miroir de courtoisie, méridienne et plusieurs boîtes doublées de velours pour les bijoux d'Ariane. C'est dans cette même pièce qu'ils ont trouvé Ariane Fontaine. Elle gisait recroquevillée sur le sol, sous la fenêtre, un bras plié sous elle, le visage masqué par la cascade de ses cheveux noirs. Sur le tapis à côté d'elle, gisait une tasse de thé cassée et, chose inquiétante, une seule chaussure. Le docteur Finch, appelé en toute hâte après sa partie de whist au club de cricket, arriva dans le quart d'heure. Sa conclusion fut immédiate et sombre. « Étranglé », dit-il après avoir examiné les ecchymoses sur son cou. Aucune trace de lutte, cependant. Soudain. Probablement quelqu'un qu'elle connaissait. Tandis que des murmures se répandaient dans le jardin et que la police était appelée de Saint-Aldelme, Miss Marple restait immobile sur le seuil, les mains jointes à la taille. Elle ne regardait pas le corps, mais plutôt l'agencement des objets autour. La chaussure tombée, le plateau de thé renversé, la légère éraflure sur le rebord de la fenêtre. Son regard se posa brièvement sur le décolleté d'Ariane. « La broche », murmura-t-elle. « Pardon ?» Edith se retourna, les yeux écarquillés. Les yeux de Miss Marple restèrent fixés sur la robe de velours. Elle portait une broche d'un rouge éclatant tout à l'heure, en forme de serpent, je crois. Elle n'est plus là. Disparue, soit égarée, dit doucement Miss Marple, soit volée. Et dans un cas comme celui-ci, on devrait toujours se demander pourquoi quelque chose a été pris, et par qui. Edith frissonna, malgré la chaleur de la maison. « Tu ne supposes pas ?» commença-t-elle. Miss Marple ne répondit pas. Son regard se porta à nouveau sur la tasse de thé à moitié vide et sur la légère odeur âcre qui se dégageait du parfum d'eau de rose. Quelque chose de plus qu'un scandale était arrivé, à Fernwood Rise, et ce n'était que le début. C'était étonnant de voir à quelle vitesse la tragédie pouvait devenir sujet de conversation. Avant même que le crépuscule ne soit complètement tombé sur les haies de Larkspur Hollow, la nouvelle de la mort d'Ariane Fontaine avait atteint les 4 coins du village. La femme du boucher, la postière et même le colonel Hargraves, alité, qui n'avait pas quitté son cottage depuis 2 ans. En début de soirée, l'auberge du village, le Flax and Fiddle, était pleine à craquer de murmures, de théories inachevées et d'un murmure de suspicion. Aucune histoire ne correspondait exactement, mais elles concordaient toutes sur un point. La femme avait été retrouvée morte à la garden party de Glencroft et il ne s'agissait pas de cause naturelle. Dans le petit salon près du foyer, M. Percy Waller de Waller & Sons Haberdashery se penchait sur une petite table ronde, chuchotant avec une grande urgence à Madame Yates, une institutrice à la retraite, avec un puits profond d'opinion et un chignon noué de manière impressionnante. « Je te le dis, Vera, » dit-il en tapotant le bord de sa pinte pour insister. « J'ai vu cette fille se disputer avec quelqu'un il n'y a pas 2 jours, bruyamment, derrière la boulangerie. J'ai cru à une dispute amoureuse. » Madame Yates plissa les yeux. « Quel genre de personne? Un homme, grand, maigre comme un clou, comme... On aurait dit qu'il n'avait pas bien dormi depuis 1 mois. Et elle, eh bien, elle était furieuse. Elle agitait les bras comme un oiseau prêt à crever les yeux de quelqu'un. C'était peut-être une question d'argent, dit sagement Madame Yates. Elle avait toujours l'air du genre à vivre au-dessus de ses moyens. Des chaussures en velours, je vous prie. Les Londoniens, dit Waller d'un ton sombre, ils apportent toujours un peu de suspense. C'est l'air de la ville. Ça rend les gens anormaux. Au fond de l'auberge, l'agent Rowan sirotait tranquillement une limonade, déjà dépassé par les événements. C'était un garçon au grand cœur, fraîchement sorti de sa formation dans le Middlesex, et totalement démuni face à la réalité d'un crime commis dans un village et impliquant la mort. La police de Saint-Aldelme devait arriver le lendemain matin, mais en attendant, Rowan avait été chargé de sécuriser les lieux,
ce qui consistait principalement à présenter ses excuses au Glencroft et à empêcher les villageois de piétiner les parterres de fleurs pour apercevoir l'endroit où l'incident s'était produit. Rowan leva les yeux, tandis que la porte grinçait, et qu'un silence parcourait la pièce. Madame Clarissa Brattle entra, enveloppée dans un châle de deuil noir, bien que ce ne fût pas encore obligatoire. Son arrivée était toujours une mise en scène. Avec ses épaules anguleuses et son accent traînant affecté, Clarissa s'était imposée comme l'arbitre officieux de la moralité à Larkspur Hollow. Aucun scandale ne passait sans qu'elle ne le commente. « Eh bien, » dit-elle aux quelques personnes rassemblées qui s'étaient tournées vers elle, « je suppose que nous faisons tous comme si nous n'avions rien vu venir. » Murmure. Clarissa se dirigea vers le bar avec une lenteur délibérée. « Écoutez-moi. Bien, il y avait quelque chose chez cette fille qui n'allait pas. Une broche comme celle-là, émail cramoisi et détails dorés, criarde comme un péché. Je disais à Minnie hier encore que c'était un miracle qu'elle n'ait pas causé. La ruine de quelqu'un. Et regardez, quelqu'un osa parler. Mais elle était fiancée à son cousin Lionel. Ils devaient se marier en juillet. » Clarissa pencha la tête. « Fiancée, peut-être. Mais il y a eu une conversation. Une conversation tranquille. Une femme comme elle apporte rarement la paix dans une maison. Et le pauvre Lionel, si terriblement facile à convaincre. » La salle acquiesça en silence. De retour à Fernwood Rise, Miss Marple s'assit de nouveau sous le hêtre pourpre, seule désormais, une couverture soigneusement pliée sur ses genoux. Les invités s'étaient dispersés depuis longtemps, doucement, escortés par Edith Glencroft et son équipe. Un agent avait recueilli les dépositions, mais très peu d'entre eux avaient rien vu. Dame Glencroft revint du salon, l'air hagard, son corset légèrement de travers et ses cheveux détachés de son chignon. « Je dois dire, Jane, » soupira-t-elle en s'asseyant sur le banc à côté d'elle. « Cela a été la plus chie de jour. » Miss Marple inclina la tête. « Oui, et tragique. Elle était si jeune. »« Trop jeune pour porter autant de mystère, » dit Edith avec amertume. « Enfin, vraiment. Pas de famille, personne en ville qui la connaissait. Lionel parlait à peine de son passé, et chaque fois que je lui posais la question, elle changeait de sujet. Et portait-elle souvent la broche cramoisie ? Edith la regarda avec une légère surprise. Tous les jours. Une fois, je lui ai posé des questions à ce sujet, disant que ça ressemblait à un accessoire de théâtre. Elle a souri de la même façon, mi-amusée, mi-dédaigneuse, et a dit que c'était un cadeau. Mais elle n'a jamais dit de qui. Miss Marple hocha légèrement la tête. Intéressant. Tu crois ? Edith hésita, puis continua. Que quelqu'un l'a prise. La broche, je veux dire ? Peut-être, dit Miss Marple. Ou peut-être qu'on l'a pris pour nous distraire. Nous distraire ? Miss Marple esquissa un léger sourire. Un objet disparu est comme un mobile disparu. Il suggère beaucoup et confirme peu. Il y eut un moment de silence empli seulement par le bruissement des feuilles de hêtre dans la brise. Puis Edith se tourna brusquement vers elle. « Pensez-vous que l'un des snous sait ce qu'il a fait ? Quelqu'un l'a fait. »« Je pense, » dit doucement Miss Marple, « qu'il est imprudent de sous-estimer le nombre de secrets qui existent dans un village comme celui-ci, et jusqu'où les gens sont prêts à aller pour les protéger. » Ailleurs, ce soir-là, une silhouette solitaire se tenait sur la passerelle au-dessus du ruisseau, juste derrière la chapelle Saint Mildred. Il s'agissait de Lionel Glencroft. Sa veste était froissée, sa cravate desserrée, et il tenait à la main la broche cramoisie. Le clair de lune dansait sur sa surface brillante, rouge comme du sang frais, en forme de serpent enroulé avec de minuscules yeux grenats. Il la retourna une fois, deux fois, puis la glissa dans la poche de son manteau. Il n'a pas pleuré. Il se tenait simplement là, respirant régulièrement, et dit à voix haute dans le vide, « Je t'ai dit de ne pas venir ici. » Et sur ce, il se retourna et retourna vers le manoir, la broche froide pressée contre sa poitrine. Le lendemain matin, Miss Marple se rendit au bureau de poste du village
comme à son habitude. Le chemin habituel, le pas habituel, le bonnet habituel. Elle salua M. Simpkins de la part de l'apothicaire et adressa un doux « bonjour » à la jeune Clara Willoughby, visiblement en pleurs. À l'intérieur du bureau de poste, Madame Tapping l'accueillit avec un demi-sourire. « Trop terrible, n'est-ce pas, Miss Marple ?»« Tout à fait, » dit-elle en choisissant 2 timbres à 1 penny. « Avez-vous eu beaucoup de demandes ?»« Plus que je ne peux en compter, » dit Madame Tapping avec délectation. Les journalistes essayaient déjà de fouiner. Et bien sûr, il y avait un télégramme pour l'inspecteur principal. De Saint-Aldelme. Quelque chose d'urgent. Arrivé à midi, je crois. Miss Marple hocha la tête d'un air pensif. Un très bon inspecteur, j'espère. Oh, l'un des meilleurs, dit-on. Miss Marple quitta le bureau de poste, ses lettres soigneusement rangées dans son sac à fin. Elle s'arrêta un instant devant la boulangerie, observant la vitrine où du sucre glace saupoudrait les beignets de la veille. De l'autre côté de la rue, Madame Yates sortit de la mercerie, croisa le regard de Miss Marple et traversa d'un pas déterminé. « Je viens de voir Percy Waller, » dit-elle à voix basse. « Il m'a dit l'avoir vu se disputer avec quelqu'un derrière la boulangerie. Oui, j'ai entendu. Mais ce n'est pas tout. Il dit qu'elle a mentionné un nom juste avant que l'homme ne s'en aille. Il jure qu'elle a dit « Marcus ». Les yeux de Miss Marple se rétrécirent légèrement. « Marcus », répéta-t-elle. « Un nom, n'est-ce pas ?» demanda Madame Yates. « Un indice. Ou, dit doucement Miss Marple, une diversion. » Et sur ce, elle continua de marcher, laissant Madame Yates mijoter dans le frisson de la chose. Mais au fond, de l'esprit de Miss Marple, le nom Marcus est planté comme une épine, non pas parce qu'il était inconnu, mais parce qu'il ne l'était pas. Elle l'avait déjà entendu une seule fois il y a de nombreuses années, à propos d'une affaire qui s'était terminée non pas par la justice, mais par le silence. Et le silence, Miss Marple le savait trop bien, avait tendance à pourrir. Le lendemain de la garden party, le calme était inhabituel à Larkspur Hollow. Le bourdonnement habituel de la vie domestique, le cliquetis des bouteilles de lait, l'aboiement lointain d'un chien, le joyeux vacarme de la boulangerie semblaient atténués, comme si le village lui-même avait pris une inspiration et choisi de ne pas expirer. Les rideaux flottaient prudemment aux fenêtres. Les vélos restaient immobiles sur les porches, et tous ceux qui traversèrent la place le faisaient avec une nonchalance forcée, les yeux scrutant les portes, la voix basse. En milieu de matinée, la police de Saint-Aldelme arriva à bord de 2 voitures, leurs uniformes sombres se détachant sur la verdure de Fernwood Rise. L'inspecteur Doyle était un homme trapu d'une 40aine d'années, vif et sans humour, avec une moustache qui semblait constamment offensée. Son carnet, déjà en main lorsqu'il descendit de voiture, était corné et sale, comme s'il avait connu plus d'actions que son propriétaire. Miss Marple l'observa de loin, assise de nouveau sur le banc du jardin, sous le hêtre pourpre. Un parasol ombrageait ses genoux, et ses aiguilles à tricoter claquaient doucement, comme si rien d'extraordinaire ne s'était produit. Edith Glencroft s'était nommée agent de liaison, conduisant l'inspecteur dans tous les sens, lui offrant du thé et s'occupant nerveusement de ses perles. « J'espère que vous trouverez tout cela très simple, » dit-elle avec un sourire crispé. « C'est terriblement perturbant, bien sûr, mais j'imagine que c'est un étranger mal intentionné. » Qui a fait ça? Il y avait des invités inconnus, des citadins. Ils boivent et se disputent, vous savez. L'inspecteur Doyle lui lança un regard à la fois poli et évasif. « Nous allons commencer par interroger les personnes les plus proches de la victime, madame. Ce doit être Lionel, je suppose, » dit Edith en baissant la voix. « Pauvre garçon, il est complètement détruit. J'ai peur qu'il ne puisse même plus parler. » Doyle ne répondit pas. Il se tourna simplement vers l'agent Rowan, qui tordait anxieusement sa casquette et demanda « Et le corps n'a pas été déplacé ?»« Non, monsieur. Conformément aux ordres, la pièce a été fermée à clé après l'examen du docteur Finch. Nous avons eu 2 agents de surveillance toute la nuit. »« Bien, » murmura Doyle en prenant une note rapide. « Montre-moi. »
Tandis que l'inspecteur disparaissait dans l'aile est, les aiguilles de Miss Marple s'immobilisèrent un instant, puis reprirent leur léger cliquetis. Elle n'avait pas besoin de revoir la scène. Les détails étaient déjà arrangés dans son esprit comme un délicat motif de broderie. La broche cramoisie disparue, la tasse de thé solitaire sur le plateau, le tapis légèrement de travers près de la fenêtre. Les détails comptaient, mais c'était le comportement des autres qui révélerait la vérité. Ainsi, tandis que l'inspecteur Doyle se concentrait sur les empreintes de pas et les empreintes digitales, aucune de ces deux choses ne révélait grand-chose dans une maison pleine d'invités. Miss Marple commençait son propre type d'enquête. Sa première visite a été chez le docteur Leonard Finch. Il habitait High Street, juste au-dessus de son cabinet médical, où le papier peint se décollait légèrement aux angles et où une odeur de camphre imprégnait les moquettes. C'était un comme mince aux mains douces et au ton contrit qui accueillit Miss Marple avec une chaleur prudente. « Jane, dit-il en lui faisant signe d'entrer, j'avais le pressentiment que tu pourrais apparaître. J'ai pensé que vous pourriez m'aider à clarifier certaines choses, dit-elle en s'installant dans le fauteuil en cuir usé en face de son bureau. En tant qu'amie, bien sûr. Bien sûr, elle n'a pas perdu de temps. Y a-t-il quelque chose d'étrange dans l'autopsie que vous avez trouvé? Il se frotta la nuque. Bon, c'est encore tôt, bien sûr, mais oui, étrange est le mot juste. Il n'y avait aucun signe de contrainte, pas d'échymose au poignet, pas de lutte, mais l'échymose sur son cou était indéniable. Une pression par derrière, probablement de la part d'une connaissance. C'était précis, pas frénétique. Et le thé? Intouchable. Il y avait une légère odeur d'amande dans la tasse, mais aucune trace confirmée de cyanure. J'ai envoyé un échantillon au labo, au cas où. Une légère odeur, mais pas de poison? Pas que je puisse le dire. Mais nous en saurons. Plus dès que le rapport sera disponible. Miss Marple hocha la tête. Et son pouls? Vous l'avez trouvé? Combien de temps après sa mort? Dans l'heure, certainement. Sa peau était encore chaude. Miss Marple émit un petit bourdonnement pensif. Alors c'était délibéré immédiat, pas une impulsion. Je parie que oui, répondit le docteur Finch. Ce n'était pas l'œuvre d'un fou. Celui qui a fait ça l'a soigneusement planifié. C'était prévu, répéta-t-elle doucement. Oui, je le pensais bien. Sa deuxième visite la conduisit devant la boulangerie et vers la sortie du village, où Madame Dalton habitait une jolie maison en pierre, aux volets verts délavés et au jardin fleuri de tulipes. Après tout, c'était Madame Dalton qui avait découvert le corps. La femme était encore pâle lorsqu'elle ouvrit la porte, essuyant la farine de ses mains. « Oh, Miss Marple, dit-elle, entrez. J'ai bien peur de ne pas être encore tout à fait rétablie. Je ne resterai pas longtemps, ma chère, lui assura Miss Marple. J'ai simplement pensé que vous souhaiteriez peut-être parler. Parfois, ça fait du bien de parler à voix haute. » Madame Dalton hocha la tête et la conduisit vers une chaise près du feu. « C'était affreux, murmura-t-elle. Vraiment affreux. J'étais allé chercher un châle pour Minnie Hargrove. Elle a terriblement froid, et j'ai pensé traverser la loge pour éviter la foule. Et elle était là, allongée là, comme une poupée tombée. Et aucun bruit avant ça. Pas de pas, pas de voix, aucun. C'était comme si elle venait d'être retirée du monde. Miss Marple attendit un instant. « Avez-vous remarqué la broche ?» Madame Dalton cligna des yeux. « Tu veux dire le rouge? Le serpent? » « Oh oui. Elle le portait toujours. Il était épinglé assez haut sur sa robe, juste au niveau du col. Mais maintenant que tu le dis, il n'était plus là quand je l'ai trouvé. Je n'y ai pas prêté attention sur le moment. J'avais l'esprit. Eh bien, ailleurs, je comprends, mais tu es sûr qu'il manquait. J'en suis certaine, sa robe avait une marque à l'endroit où elle avait été portée, une sorte de creux. Le regard de Miss Marple s'adoucit. Merci, ma chère. C'est très utile. De retour du village, Miss Marple se retrouva devant Waller & Fields. La cloche au-dessus de la porte tinta lorsqu'elle entra. M.
Waller leva les yeux de son comptoir avec un mélange de surprise et de plaisir. « Mademoiselle, Marple, vous êtes là pour réapprovisionner le fil, n'est-ce pas ?»« Pas aujourd'hui, dit-elle. Juste une petite question. Vous avez mentionné hier avoir vu Ariane se disputer avec quelqu'un. Vous avez dit qu'il était maigre et semblait insomniaque, mais je me demandais si vous l'aviez reconnu finalement. » Waller parut penaud. « J'aurais peut-être gardé un détail ou deux pour moi. Je ne voulais pas faire d'histoire. »« Pas de chichi du tout, cher monsieur Waller. » Il se pencha. « C'était Marcus Drew. Il travaillait à la vieille imprimerie d'Aldelm. Un peu poète, un peu vagabond. Il a quitté la ville l'année dernière après quelques désagréments. » « Désagréments ? Eh bien, une rumeur. Une histoire d'amour qui s'est mal terminée. Je crois qu'Ariane était impliquée, même si personne n'a pu le confirmer. Elle est venue une fois chez Aldelm pour une représentation, et il est devenu, disons, obsédé. Il lui a écrit des lettres, il l'a suivi partout, et puis il a disparu. Il a continué, oui, mais apparemment il est revenu, au moins pour un temps. Miss Marple assimila cela en silence. Un poète. Une obsession. Des fiançailles rompues. Tout cela était très dramatique. Mais les êtres humains, elle le savait, tuaient rarement pour le seul plaisir du drame. Ils ont tué par peur, quelle honte, ou pour quelque chose à perdre. Cet après-midi-là, tandis que l'inspecteur Doyle menait des entretiens formels avec les invités et le personnel de maison, Miss Marple s'assit une fois de plus sous le hêtre, son tricot reposant tranquillement sur ses genoux. Elle avait tous les éléments, soupçonnait-elle. La broche, l'homme nommé Marcus, le mobile manquant, dont personne n'avait parlé à voix haute. Mais quelque chose lui échappait encore, quelque chose de subtil, quelque chose qui avait été délibérément caché à la vue de tous. Ses yeux se dirigèrent vers la fenêtre de l'aile est, et là, tout au bord de sa mémoire, une pensée a commencé à fleurir. Il ne s'agissait pas de savoir qui avait tué Ariane Fontaine, mais plutôt qui avait pas. Dès le deuxième jour, le jardin de Fernwood Rise avait retrouvé un semblant de calme. Les massifs de roses avaient été remis en forme, les guirlandes enlevées et les nappes en dentelle envoyées au lavage par la nièce du vicaire, qui acceptait les petits travaux avec une curiosité morbide. Et pourtant, malgré cette sérénité apparente, quelque chose avait changé au cœur même de la maison, quelque chose de subtil et de fragile, comme un vase en porcelaine réparé juste assez pour tenir sur une étagère sans se briser. Dans le salon, l'inspecteur Doyle se tenait près de la cheminée, carnet à la main, tapotant ses lèvres d'un crayon tout en observant Lionel Glencroft. Le jeune homme était assis, une jambe croisée sur l'autre, les mains jointes, l'expression posée au point d'être surnaturelle. « Je tiens à vous remercier de votre coopération, monsieur Glencroft, » dit vivement Doyle. « C'est, bien sûr, une période très difficile, mais je dois encore poser quelques questions pour mémoire. »« Bien sûr, » répondit Lionel d'une voix calme mais ferme, « vous étiez fiancé à mademoiselle Fontaine. »« Oui. » « Et depuis combien de temps la connaissais-tu ?»« Ça va tout 6 mois. On s'est rencontrés à un récital à Londres. J'étais chez des amis. Elle s'est démarquée. »« Certainement, » murmura Doyle en griffonnant quelque chose. « Et tu m'as demandé en mariage peu de temps après ?»« Dans les 2 mois. » Doyle haussa un sourcil. « Du travail rapide, si vous me permettez de le dire. » Lionel émit un petit rire qui n'atteignit pas ses yeux. « Je suppose que oui. » Mais Ariane n'était pas quelqu'un qu'on retardait. Elle donnait l'impression que les choses étaient urgentes. Et a-t-elle déjà mentionné quelqu'un nommé Marcus? Un éclair, bref mais visible, passa sur le visage de Lionel. Sa mâchoire se serra. Oui, une fois. Elle a dit que c'était une vieille connaissance d'Aldelm. Un écrivain, je crois. Un écrivain qui l'a suivi ici, je ne savais pas qu'il l'avait fait. Pourtant, plusieurs témoins affirment les avoir vus se disputer dans la semaine précédant sa mort. Lionel détourna le regard vers la fenêtre. « Ça ne me surprend pas. » Doyle se pencha en avant. «
Pourquoi? Parce qu'elle ne voulait pas de lui ici. Tu dis qu'elle le craignait? Non, répondit lentement Lionel. Pas de peur, juste de l'aversion. Elle disait qu'il était quelqu'un qu'elle regrettait. Doyle nota cela soigneusement. Et la broche? Lionel cligna des yeux. Et alors? Elle le portait souvent. Il a disparu. Je sais. Sa voix était neutre. Elle l'adorait. Elle disait que c'était un symbole. Elle n'a jamais expliqué de quoi il s'agissait. Et tu sais où il pourrait être maintenant? La pause de Lionel fut trop longue. Non, je ne le fais pas. L'inspecteur Doyle ferma son carnet. Vous resterez dans les parages, bien sûr? Lionel hocha la tête, la tension dans ses épaules ne s'apaisant jamais. Naturellement, Miss Marple, assise près de la fenêtre et semblant concentrée sur sa broderie, observait l'échange avec une précision silencieuse. Elle avait connu le deuil. Ce n'en était pas un. C'était quelque chose de plus froid, de contrôlé, et pourtant, je ne ressentais pas de culpabilité. Plus tard, dans l'après-midi, Miss Marple a rendu visite à l'agent Rowan, qui était en poste dans le jardin du presbytère, pendant que l'inspecteur s'entretenait avec le coroner local. Le jeune homme avait l'air mal à l'aise, son casque posé à côté de lui sur le banc, son thé refroidi. « Je n'hésite pas à le dire, » lui dit-il. « J'espère qu'ils finiront bientôt. Je n'ai jamais eu à faire face à une mort de ce genre. Ce n'est pas l'introduction la plus simple à la police de village, » dit gentiment Miss Marple. Il soupira. « Et maintenant tout le monde murmure à propos de ce poète, Marcus Drew. Ils pensent qu'il est revenu pour se venger, ou peut-être pour faire du chantage. Oui, dit-elle, j'ai entendu ces rumeurs. Tu ne les crois pas? Oh, je crois que les gens sont très doués pour créer des méchants pratiques, lorsqu'ils veulent que l'histoire se termine rapidement. » Rowan fronça les sourcils. « Mais il y a des faits réels, Miss Marple. Des témoins l'ont vu avec lui. Il avait des raisons d'être en colère. »« Peut-être, » dit-elle doucement. « Mais réfléchissez bien. Si M. Drew était vraiment obsédé, pourquoi venir ici en secret? Pourquoi ne pas écrire? Appeler? Faire une scène? Les obsessionnels, d'après mon expérience, agissent rarement en silence. » Rowan cligna des yeux. « Je n'y avais pas pensé. »« Non, dit-elle. Je pense que la plupart ne l'ont pas fait. » Elle se tenait debout, enlevant des miettes imaginaires de sa jupe. « Et vous devez vous poser une autre question, agent. Si Ariadne était si clairement désintéressée par ce Marcus, pourquoi en parler à Lionel? » Le soir venu, le village vibrait d'un nouveau consensus. Le nom de Marcus Drew était désormais sur toutes les lèvres comme du miel amer. On parlait de son regard sauvage, de son tempérament, de ses excentricités artistiques. La plupart ne l'avaient jamais rencontré, mais cela importait peu. Dans Flax and Fiddle, M. Waller relate son observation avec une autorité croissante. C'était lui, sans aucun doute. Il est entré discrètement comme un fantôme et est ressorti tout aussi vite. Il se cache probablement près du vieux pont du canal. Madame Yates hocha la tête avec ferveur. J'ai toujours su qu'il y avait quelque chose de sordide dans le passé d'Ariane. Ce genre de femme attire les ennuis. Et la broche? Demanda Clara Willoughby. Pensez-vous qu'il l'ait prise comme trophée? Ou un message? Dit Clarissa Brattle d'un ton dramatique. Un serpent, n'est-ce pas? Une absurdité symbolique. Miss Marple, présente par hasard et assise près de la cheminée avec une petite tasse de thé au gingembre, ne dit rien. Elle écoutait simplement et, puis alors que la conversation devenait plus folle, une voix calme les interrompit. « Je ne pense pas que Marcus Drew l'ait tué. » Tous les regards se tournèrent. C'était le révérend Chudley, debout juste à l'intérieur de la porte, son col clérical bien rangé, son expression solennelle. J'ai connu Marcus. Il était perturbé, certes, mais il avait bon cœur. Un jour, il m'a apporté des poèmes quand ma femme était malade. Je les ai toujours. Clarissa renifla. Les poèmes ne rendent pas un homme innocent. Non, acquiesça-t-il. Mais les ragots ne le rendent pas coupable non plus. Et sur ce, il partit,
ses mots flottant dans l'air comme de l'encens. De retour à son cottage, Miss Marple était assise dans son salon, la lampe projetant une douce lumière dorée sur la table ornée de napperons. Elle sortit un petit carnet de son panier à tricoter, non pas pour y trouver des preuves, mais des schémas de comportement. Elle dressa une courte liste. Suspect, selon les rumeurs. Marcus Drew, obsession romantique. Amant méprisé. Insaisissable. Lionel Glencroft. Distant, secret, conflictuel. Tiers inconnu. Si la broche est manquante, il peut s'agir d'un vol ou d'une dissimulation, elle a souligné dissimulation 3 fois. Puis elle écrivit en lettres cursives soignées en dessous. À qui profite la disparition de la broche? Et qui craignait ce qu'il révélait? Elle referma doucement le livre, le plaça près de ses lunettes et se versa une seconde tasse de thé. Dehors, la lune était pleinement levée, projetant un éclat pâle sur le portail du jardin. Demain, elle ne regarderait pas qui pourrait-on tuer Ariane, mais à qui avait des raisons de la faire taire. Parce qu'un meurtre à Larkspur Hollow, Miss Marple le savait, n'était jamais seulement un crime. C'était une conversation interrompue. Le lendemain matin, une légère bruine, douce et régulière, se leva, comme si le ciel lui-même était plongé dans un deuil profond. Fernwood Rise se tenait tranquille sous l'éclat humide, ses cheminées exhalant de paresseuses traînées de fumée et ses allées de gravier luisant de rosée. Les massifs de roses étaient courbés, l'eau s'accrochant à leurs pétales comme des larmes réticentes. Miss Marple, toujours insensible aux intempéries, traversa le village humide, parapluie dans une main et petit réticule dans l'autre. Sa destination n'était ni le commissariat ni l'église, mais quelque chose de bien plus ordinaire, le pressing du village. Le pressing et mercerie Webster étaient dirigés par M. Alvin Webster, veuf, un homme à la parole posée et d'une discrétion infinie. Si quelqu'un à Larkspur Hollow voulait faire repasser un vêtement, réparer un ourlet ou entendre un murmure sans le répéter, il s'adressait à Webster. Miss Marple le salua poliment en entrant, la petite cloche en laiton tintant au-dessus de sa tête. « Ah, Miss Marple !» dit M. Webster en émergeant de derrière un rideau. « Vous venez pour votre châle d'hiver, j'imagine. »« Pas aujourd'hui, Monsieur Webster, même si j'apprécie votre mémoire, » répondit-elle. « Je suis venue parce que je pensais que vous pourriez m'aider à répondre à une curiosité. » Le vieil homme eut un petit rire chaleureux. On dirait une phrase qu'on dit quand un mystère se trame. Miss Marple inclina légèrement la tête. Disons que c'est plutôt une observation discrète. Elle se pencha, baissant la voix. Vous souviendrez-vous, par hasard, si mademoiselle Fontaine a apporté quelque chose récemment? Un manteau, une robe, peut-être? Les yeux de Webster tressaillirent, puis se rétrécirent légèrement en réfléchissant. Mademoiselle Fontaine, répéta-t-il. Oui, maintenant que vous le dites. La semaine dernière, elle a apporté une robe en velours, vert foncé avec un col plutôt travaillé. Elle a dit qu'elle avait pris l'humidité dans la traîne et qu'elle voulait l'aérer. Elle a repassé. Magnifique pièce, même si j'ai mentionné une petite tache près de l'encolure. Le regard de Miss Marple s'aiguisa. Tache? Une petite tache de rouille, juste sous le col vers l'épaule gauche. J'ai supposé que c'était du vin, mais ça sentait bizarre. Je lui ai demandé si elle avait renversé quelque chose, et elle l'a épousseté en disant que c'était vieux. Et où est la robe maintenant? Je suis venu la chercher mardi. Elle m'a remercié mais semblait distraite. Elle s'agitait pas mal. Le plus étrange, c'est qu'elle avait l'air soulagée. Soulagée? Oui, dit-il, comme si elle avait attendu de voir si quelque chose avait été enlevée, et avait découvert que ce n'était pas le cas. Miss Marple sourit faiblement. « Merci, Monsieur Webster. Cela pourrait être plus utile que vous ne le pensez. » Elle quitta la boutique sans bruit, d'un pas assuré le long de la rue pavée. Son esprit repensait à la robe. Du velours vert, foncé, avec une légère tache près du col, juste en dessous de l'endroit où la broche aurait pu être fixée. Était-il possible que la broche ait détourné l'attention d'autre chose?
quelque chose qu'elle portait non pas pour se montrer, mais pour se cacher. Miss Marple s'engagea dans le chemin menant au cimetière, son parapluie flottant doucement au-dessus de sa tête. Au fond, se dressait le muret de pierre qui séparait le presbytère du verger voisin. C'est là qu'elle rencontra quelqu'un qu'elle n'attendait pas, Minnie Hargrove. La nièce du vicaire était accroupie au bord d'un parterre de fleurs, s'occupant d'un bouquet de mufliers humides. Son manteau de laine était bien trop fin pour le jardinage, et ses gants portaient une trace de terre caractéristique, une contradiction que Miss Marple remarqua aussitôt. « Bonjour, mademoiselle Hargrove », appela-t-elle doucement. Minnie leva les yeux, surprise. « Mademoiselle Marple, je ne vous avais pas vue. Je regardais juste les fleurs. Elles flétrissent sous la pluie. Un peu d'eau n'a jamais fait de mal à une fleur, dit gentiment Miss Marple. Mais je dois dire que je ne vous associe généralement pas à la boue sous les ongles. » La fille rougit. « Oh, eh bien, je suppose que je ne suis pas du genre à aimer la saleté, mais le jardin est affreux. C'est quand même très gentil de votre part de vous intéresser à moi, surtout après tout ce qui s'est passé. » Minnie hocha vivement la tête. « Oui, quelle horreur! J'ai du mal à y croire. » Miss Marple pencha la tête. « Vous connaissiez bien Miss Fontaine, n'est-ce pas ?» Les yeux de Minnie se baissèrent. « Pas particulièrement. Enfin, je lui ai parlé 1 ou 2 fois. Elle avait l'air glamour, intimidante, vraiment. Pourtant, je crois qu'elle vous a prêté une paire de gants le jour de la garden party, dit Miss Marple d'un ton doux. Les vôtres avaient disparu. N'est-ce pas? Minnie cligna des yeux. Oh, ça oui. C'était juste une bêtise. Je les avais posés quelque part et je ne les avais pas retrouvés, alors elle m'a laissé emprunter une paire de rechange dans son sac. Très généreuse. Elle avait l'habitude d'en porter pas. Mal de choses avec elle, je suppose. Oui, répondit rapidement Minnie. Il y a plein de choses dans son petit sac rouge. J'ai même vu une clé une fois. Elle avait l'air très vieille. Miss Marple sourit doucement. T'a-t-elle déjà dit à quoi ça servait? Minnie hésita. J'ai demandé. Elle a ri et m'a répondu que c'était une clé pour des secrets qu'il vaut mieux garder sous. Clé? J'ai cru que c'était une blague. Peut-être pas. Miss Marple lui lança un long regard pensif. Il y avait quelque chose dans la voix de Minnie, trop décontractée, trop posée. Miss Marple l'avait déjà remarqué chez certaines filles de St. Mary Mead, celles qui en savaient plus qu'elles n'osaient l'admettre, et qui le dissimulaient sous des sourires et des tons adoucis. Elle n'a pas insisté davantage. Pas encore. C'était. Après-midi-là, l'inspecteur Doyle quitta Fernwood Rise, déterminé. La nouvelle se répandit rapidement dans le village, qu'il avait l'intention de se rendre au bureau d'état civil de Saint-Aldelme pour examiner les dossiers personnels. C'était une phrase qui suscitait la curiosité et une bonne dose de spéculation. Dans la bibliothèque, Madame Yates chuchota à Clarissa Brattle « Que penses-tu qu'il cherche? Un pseudonyme? Un certificat de mariage ?» Clarissa, dont l'amour du scandale surpassait même son intérêt pour la littérature, répondit « Peut-être que Miss Fontaine n'était pas du tout Miss Fontaine, mais Miss Marple, assise, tranquillement à 2 chaises de là, leva à peine les yeux de son livre. Ses pensées n'étaient non pas sur ce qu'Ariane avait prétendu être, mais ce qu'elle avait essayé de cacher. Ce soir-là, Miss Marple retourna à Fernwood Rise. Elle avait demandé à Edith Glencroft, d'un ton très doux, si elle pouvait jeter un coup d'œil dans la loge d'Ariane, histoire de vérifier si quelque chose avait été oublié. Edith, épuisée et harcelée, avait acquiescé. « Tant que tu ne touches à rien, Jane. C'est tellement horrible. Je ne sais plus vraiment ce qui est utile. La pièce était telle qu'elle était le jour du meurtre, préservée par la police. La chaise longue avait été redressée, la tasse de thé soigneusement remise sur sa soucoupe, le miroir nettoyé de ses traces. Mais Miss Marple ne s'intéressait pas à l'évidence. Elle se dirigea plutôt vers les tiroirs de la coiffeuse, tous fouillés et légèrement entr'ouverts. L'un d'eux contenait quelques petits objets, une brosse à cheveux, du rouge à lèvres, un nécessaire à couture
et une enveloppe rose pâle sans adresse. Miss Marple se pencha en avant. L'enveloppe a été décellée. À l'intérieur, elle a trouvé une petite coupure d'un programme de théâtre, daté de 5 ans plus tôt, d'une compagnie d'Aldelm et une photographie. On y voyait une jeune femme en costume, Ariane sans aucun doute, debout à côté d'un homme grand, aux yeux fatigués et au sourire en coin. Un nom avait été griffonné au dos d'une plume élégante et rapide, Marcus Drew. Mais ce qui a attiré l'attention de Miss Marple n'était pas la photographie elle-même. C'était la légère tache sur le rabat de l'enveloppe. Rouge rouille et légèrement collant. Elle le renifla, soigneusement. Ni du sang, ni du vin, quelque chose de chimique, quelque chose d'amer. Et alors qu'elle regardait le programme et voyait le nom de la pièce, le baiser de Venom, quelque chose a cliqué. Ariane n'avait pas porté la broche serpent par style, elle l'avait portée comme signal, un avertissement, peut-être même une menace, mais à qui? Miss Marple quitta la pièce avec une nouvelle certitude. La broche n'avait pas simplement disparu, cela avait été pris, parce que quelqu'un craignait ce que cela révélait. Et ce faisant, ils ont laissé derrière eux l'indice le plus révélateur de tous. Jeudi matin, la pluie s'était arrêtée, laissant le village de Larkspur Hollow luisant sous un soleil pâle. Le chant des oiseaux reprit timidement dans les haies, et l'agitation habituelle reprit. Même si chaque sourire restait timide, et que chaque conversation portait le nom non prononcé d'Ariane Fontaine. Pourtant, sous ce calme apparent, quelque chose avait changé. Tel un vase de verre fissuré, le sentiment de stabilité du village avait commencé à se fissurer. Dans les salons et les bureaux de poste, dans les cuisines et autour d'une tasse de thé, la spéculation ne semblait plus aussi inoffensive. Les gens avaient commencé à choisir leur camp. L'enquête policière avait changé de sujet. L'inspecteur Doyle, revenu du bureau d'état civil de Saint-Aldelm, un dossier sous le bras et l'air troublé, examinait désormais chaque conversation avec une attention accrue. Il ne faisait plus aucun doute qu'Ariadne avait des secrets, dont certains n'avaient jamais pénétré chez les Glencroft, ni dans les ragots du village. Ce matin-là, dans l'intimité du bureau de Fernwood Rise, il convoqua à nouveau Lionel Glencroft. Le jeune homme entra avec le même calme et la même sérénité dont il avait fait preuve auparavant, même si ses yeux étaient injectés de sang et qu'il y avait une tension dans sa mâchoire qui n'était pas là auparavant. « J'ai trouvé quelque chose », commença Doyle sans préambule, « qui pourrait vous concerner ?» Lionel resta silencieux, les mains enfoncées dans les poches de son gilet gris. Elle n'était pas celle qu'elle prétendait être. « Qui est-ce » murmura Lionel Doyle, brandit une petite pile de papier. Son vrai nom était Annabel Gray, née dans le Surrey. Elle a travaillé sous au moins 2 noms de scène, dont Ariadne Fontaine. Sa première apparition remonte à la pièce Amateur Players d'Aldelm. Ça, on le savait. Et, il y a 2 ans, poursuivit Doyle, elle était impliquée dans un litige, discret mais néanmoins officiel. Elle était citée dans une contestation de succession concernant un certain Lawrence Drew. Sa succession était modeste, mais comprenait un objet de famille, une broche émaillée cramoisie en forme de serpent. Ça vous rappelle quelque chose? Lionel pâlit juste légèrement. Elle n'a jamais été inculpée, a déclaré Doyle, mais l'affaire a été classée sans suite dans des circonstances particulières. Le plaignant, Marcus Drew, le fils de Lawrence, s'est rétracté. Il a même disparu. Un ami du théâtre a affirmé plus tard qu'Ariadne l'avait persuadé de partir. La voix de Lionel était sèche. Elle pourrait être persuasive. Doyle se pencha en avant. Alors, dites-moi, monsieur Glencroft, que vous a-t-elle fait? Lionel hésita. Pendant un long moment, le seul bruit dans la pièce fut le tic-tac lointain de l'horloge sur la cheminée. Elle m'a fait croire, dit-il enfin. Elle m'a fait croire que j'étais spécial, que je comptais pour elle, qu'elle voulait une nouvelle vie, une vie stable, sans secret. Et tu as découvert le contraire? J'ai découvert, dit Lionel, qu'elle était déjà victime de chantage,
que quelqu'un connaissait son passé et menaçait de me le révéler. Elle ignorait que j'avais intercepté les lettres. « Tu les as toujours ?»« Non, » dit-il doucement. « Je les ai brûlées. » Doyle l'observa. « Et tu l'as confrontée. » Lionel soutint son regard. « Pas directement, je l'ai interrogée sur son passé. Elle a ri. Elle a dit que c'était le prix à payer pour tomber amoureuse du mystère. Et la broche ? Je ne l'avais pas vue avant son arrivée. Quand elle l'a porté à la fête, je lui ai demandé d'où il venait. Elle m'a répondu que c'était la relique d'une vieille erreur. Puis elle a changé de sujet. Doyle hocha la tête. « Merci, monsieur Glencroft, ce sera tout pour l'instant. » Lionel se leva, puis s'arrêta à la porte. Si elle avait peur, dit-il sans se retourner, ce n'était pas de moi. Pendant ce temps, Miss Marple avait organisé une invitation au thé avec le révérend Chudleigh, sous prétexte de discuter de la prochaine collecte de fonds de l'église. En réalité, elle avait autre chose en tête. Le vicaire la reçut avec une douce courtoisie, la fit entrer dans le salon et lui versa un doux mélange de Darjeeling. « Je crois comprendre, » dit doucement Miss Marple en ajoutant un seul morceau de sucre, « que vous avez reçu un jour des poèmes d'un jeune homme nommé Marcus Drew. » Le révérend sourit faiblement. « Il y a longtemps, oui. C'était un garçon étrange, passionné, introspectif. Il parlait comme si tout avait un poids incommensurable. Il écrivait avec une tendresse surprenante, et ses poèmes, a-t-il jamais mentionné Miss Fontaine? Le révérend baissa les yeux. Pas nommément, mais il y avait un personnage récurrent dans son œuvre, la muse sans masque, l'appelait-il, quelqu'un qu'il avait trompé, certes, mais qu'il ne pouvait s'empêcher d'admirer. A-t-il mentionné ce qu'elle avait fait? Chudleigh hésita. Il croyait qu'elle avait volé quelque chose, pas seulement la broche, quelque chose d'intangible, la confiance peut-être, ou l'innocence. Et pourtant, dit doucement Miss Marple, il ne l'a jamais accusée publiquement. Non, Marcus n'était pas cruel. Il était blessé, certes, mais pas vindicatif. Et où est-il maintenant? Je ne saurais dire. Je ne l'ai pas vu depuis presque 1 an. Il a envoyé une dernière lettre disant qu'il partait dans le Nord. Il a dit qu'il avait besoin d'oublier. Miss Marple observa le révérend. « Alors ce n'est pas lui qui est revenu à Larkspur Hollow ?» Chudleigh fronça les sourcils. « Non, je serais très surprise qu'il l'ait fait. » Miss Marple sirotait son thé, les pièces bougeant dans son esprit comme les tuiles d'une mosaïque. Puis elle demanda avec désinvolture, « Et Miss Hargrove, Minnie ?» demanda le révérend, surpris. Et elle a mentionné qu'elle avait emprunté des gants à mademoiselle Fontaine, qu'elle l'admirait. Chudleigh sourit de nouveau, mais cette fois, son sourire était teinté de quelque chose de plus complexe. Minnie est une fille délicate, élevée dans les règles et les bonnes manières, avec très peu d'occasion de se rebeller. Ariane. Annabelle était tout ce qu'elle n'était pas, audacieuse, éblouissante. Une femme audacieuse. Les filles comme Minnie tombent souvent sous ce genre de sort, dit doucement Miss Marple. Et parfois, ça a ajouté le révérend, ils découvrent que ces sorts ont un prix. Plus tard dans la soirée, une confrontation a eu lieu non pas dans les salons ou les salons, mais derrière la boulangerie du village. Minnie Hargrove se tenait seule, près de la pompe à eau, tordant ses mains gantées, tandis que le vent tirait sur son manteau. En face d'elle se tenait Clara Willoughby, les bras croisés, les yeux plissés. « Tu étais dans sa loge avant tout le monde, Minnie. Je suis seulement entré pour rendre les gants. Et tu n'as jamais rien dit, ni à ton oncle ni à la police. Pourquoi ?» Minnie baissa les yeux. « Parce que je ne voulais pas être mêlée à ça. Je ne voulais pas qu'il pose des questions. » Clara s'approcha. « Tu étais jalouse. »« Non, » murmura Minnie. « Pas jalouse, honteuse. Elle m'a rabaissée. Elle a dit que les gens comme moi vivaient derrière des fenêtres, toujours à regarder dehors, jamais vivants. Et la broche ?» La voix de Minnie se brisa. « Je l'ai vue tomber. Quand elle s'est retournée, il s'est détaché. Je l'ai ramassé et j'ai paniqué. Je ne l'ai pas tué, Clara, vraiment pas.
Bon, mais je me suis dit, s'il trouvait la broche avec moi, Clara la regarda longuement, puis doucement elle dit, tu ferais mieux de tout raconter à Miss Marple. Minnie pleura alors, pas fort, mais avec la honte étouffée de quelqu'un qui avait essayé d'imiter le pouvoir et n'avait trouvé que la peur. Cette même nuit, Miss Marple s'assit de nouveau sous le hêtre pourpre. Le vent bruissait doucement dans les branches, et le ciel au-dessus de sa tête était d'un bleu de plus en plus profond. Edith Glencroft la rejoignit avec un châle autour des épaules, la voix basse. Ils disent maintenant que ce n'était peut-être pas prémédité, que quelqu'un a juste pété les plombs. Peut-être, dit Miss Marple, mais je pense plutôt que c'était plus planifié qu'il ne le soupçonne. Edith la regarda. Tu crois que Lionel... Non, a dit Miss Marple, je ne le sais pas, mais il a menti. À propos de la broche, oui, dit Miss Marple, mais pas par culpabilité, par honte. Elle se tourna légèrement vers Edith. Ce n'était pas un crime passionnel, c'était un crime de silence. Quelqu'un a tué Ariane, non pas à cause de ce qu'elle a fait, mais à cause de ce qu'elle a fait, savait, et ce qu'elle a menacé de révéler. Et la broche. Les yeux de Miss Marple brillèrent. Il n'a jamais été question de beauté. C'était un symbole, un message, et celui qui l'a pris savait qu'il parlerait plus fort en son absence qu'en sa présence. Elle croisa doucement ses mains. « Et maintenant, dit-elle, nous devons écouter ce qui n'a pas été dit. » Le lendemain matin, l'aube était plus lumineuse que prévu, la lumière du soleil filtrant à travers le voile de nuages gris, telle une promesse prudente. Le village de Larkspur Hollow s'agitait lentement, comme conscient que l'illusion de calme ne durerait plus très longtemps. Il y avait quelque chose de tendu dans l'air, un silence qui ne traduisait pas le repos, mais l'anticipation, comme si le village lui-même savait que la tempête n'était pas encore passée. À Fernwood Rise, l'inspecteur Doyle arriva plus tôt que d'habitude, son manteau déjà couvert de poussière, et son humeur était plus glaciale que jamais. Il fut accueilli à la porte par Edith Glencroft, qui, malgré sa dignité habituelle, ne parvenait pas à dissimuler la lassitude dans sa voix. « J'ai bien peur que Lionel soit reparti se promener, » lui dit-elle. Il a pris l'habitude de rôder dans la propriété à des heures indues. Je lui ai dit que ça avait l'air suspect, mais le deuil est une chose étrange. Doyle émit un son entre un grognement et un soupir. Les soupçons sont déjà bien ancrés, Madame Glencroft. À ce stade, autant planter un drapeau. Avant qu'Edith puisse répondre, le majordome apparut derrière elle, la voix tendue. « Inspecteur, il y a eu un problème dans la cabane du jardinier. » Doyle se redressa. « Quel genre de situation ?»« Un cambriolage. La porte a été retrouvée forcée ce matin. Des outils ont été éparpillés. Et... eh bien, j'ai pensé que vous devriez le constater par vous-même. » Miss Marple, arrivée peu après le petit déjeuner pour une conversation tranquille avec Edith, leva les yeux de son tricot dans le salon. Au mot hangar, ses doigts s'immobilisèrent. Un abri de jardin était un lieu de désordre par nature, mais quand les choses allaient délibérément désordonnées, cela signifiait souvent que quelqu'un voulait enterrer plus que des bulbes. Poliment, elle se leva et suivit les autres sur le chemin de gravier jusqu'à l'extrémité du domaine, où la petite structure en bois était accroupie sous une rangée maigre d'ormes. La porte était entr'ouverte, sa serrure suspendue à une chaîne cassée. À l'intérieur, la lumière du soleil filtrait à travers une vitre sale, illuminant des râteaux, des bêches et des pots renversés. Doyle scruta prudemment le désordre, cherchant tout ce qui n'allait pas. C'est l'un des agents de police, une jeune femme aux yeux perçants, qui a repéré le tissu. « Monsieur » appela-t-elle. « Sous le banc. » Doyle s'accroupit. Sous, un amas de tuyaux enroulés et un arrosoir fêlé, il sortit un paquet enveloppé dans une blouse de jardinage. Lorsqu'il le déplia, 3 objets lui tombèrent entre les mains. Un couteau fin aux manches de nacre, un mouchoir monogrammé légèrement taché de ce qui ressemblait à du thé séché et un ruban de velours. Miss Marple s'approcha.
Le ruban était indéniablement d'un rouge cramoisi profond, mais ce n'était pas ce à quoi elle s'attendait. « Ce n'est pas la broche, » murmura-t-elle, « mais c'était destiné à être vu. » Doyle se tourna vers elle. « Que veux-tu dire ?» Elle examina attentivement le ruban. « Ce n'est pas celui d'Ariane, c'est celui de Minnie Hargrove. Je l'ai vu dans ses cheveux le jour de la garden party. » Doyle fixa les objets dans ses mains. « Alors pourquoi son ruban serait-il caché? Ici avec un couteau ?» Miss Marple parlait à voix basse. « Parce que quelqu'un veut vous faire croire qu'elle est coupable. » Cet après-midi-là, Minnie Hargrove fut amenée au poste de police, ni arrêtée ni formellement inculpée, mais interrogée face à des soupçons grandissants. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. Au Flax and Fiddle, M. Waller confiait déjà à Madame Yates et Clarissa Brattle, captivées, qu'il avait toujours eu un pressentiment pour cette fille, bien trop discrète, et ses gants. Qui porte des gants en juillet? Les théories proliféraient, comme des herbes envahissantes. Minnie était amoureuse de Lionel. Minnie avait découvert qu'elle était remplacée. Minnie avait volé la broche pour piéger Ariane. La vérité ne semblait pas compter, seule. Compter le frisson d'une histoire. Miss Marple, cependant, n'était pas d'humeur à bavarder. Elle visita le presbytère où le révérend Chudleigh était assis dans un silence troublé, regardant par la fenêtre le cimetière lavé par la pluie. « Ce n'est qu'une fille, » dit-il doucement. « Une fille effrayée qui a fait une erreur. Je ne crois pas qu'elle ait tué qui que ce soit, » dit Miss Marple avec fermeté. « Mais quelqu'un veut nous faire croire qu'elle l'a fait. Et il a tout fait pour le faire croire. » « Elle m'a dit quelque chose hier soir, » poursuivit le révérend. « Après que Clara l'ait poussée à avouer pour la broche, elle a dit qu'Ariane lui avait parlé en privé le matin de la fête et l'avait mise en garde contre toute confiance. Mais elle n'a pas voulu dire à qui. A-t-elle mentionné une raison ?» Chudleigh hocha lentement la tête. Elle a dit qu'Ariane lui avait donné un mot. Elle lui avait dit de le garder précieusement. Les yeux de Miss Marple se plissèrent. « Un mot ?» Le vicaire se leva et traversa la pièce jusqu'à un bureau. D'un petit tiroir fermé à clé, il sortit un morceau de papier plié et le lui tendit. C'était bref. Une seule phrase, écrite d'une écriture élégante et rapide. « La clé est dans le miroir. S'il arrive quelque chose, préviens Jane Marple. » Miss Marple fixait le mout. Son esprit travaillait vite, non pas en s'emballant mais en s'harmonisant. Le miroir. La clé, pas symbolique, littérale. Elle se leva aussitôt. Je dois retourner au vestiaire. De retour à Fernwood Rise, Edith l'accueillit avec inquiétude. Je pensais que la police avait fouillé tout ça à fond. Ils cherchèrent des preuves, dit doucement Miss Marple. Mais pas de sens. Elle retourna dans l'aile est. La pièce était toujours bouclée. Mais l'agent Rowan, qui commençait à éprouver une admiration discrète pour les méthodes de Miss Marple, lui accorda 5 minutes de prudence à l'intérieur. Elle est allée directement vers le miroir de la coiffeuse. Il était orné. Un ovale encadré d'or, orné de délicates roses sculptées grimpant sur les côtés. Miss Marple se pencha pour inspecter le bord. Ses doigts trouvèrent une légère couture, avec un léger clic. Le verre se déplaça légèrement dans son cadre. Elle appuya de nouveau. Le miroir pivotait vers l'avant sur une charnière dissimulée. À l'intérieur se trouvait un compartiment peu profond. Et à l'intérieur, la broche manquante, émail cramoisi, serpent doré, yeux brillants. Mais ce n'était pas tout. À côté se trouvait une petite enveloppe. Miss Marple l'ouvrit avec précaution. À l'intérieur se trouvèrent des photos. Ariane sur scène, en costume, souriant avec un homme qui n'était pas Lionel. Le même homme que celui que Miss Marple avait trouvé dans le tiroir de sa coiffeuse. Mais il y avait aussi une lettre, une confession. Il détaillait la peur d'Ariane, sa liaison passée avec Marcus Drew, comment il lui avait autrefois offert la broche et comment quelqu'un d'autre la désirait désormais pour une toute autre raison. Elle parlait de menaces, de secrets trop précieux pour être révélés, et d'une personne qui était devenue de plus en plus désespérée.
Le nom à la fin de la lettre fit réfléchir Miss Marple. Ni Marcus, ni Lionel. Elle expira lentement. Bien sûr. Ce soir-là, le village se prépara tandis que les rumeurs allaient bon train. Minnie avait été interrogée. Un cambriolage avait eu lieu. La broche à Vépason était retrouvée, du moins selon les canaux officiels. Et pourtant, Miss Marple était assise dans son salon, son thé refroidissant à côté d'elle et son tricot intact. Elle comprenait maintenant. Le tueur n'était pas motivé par l'amour, l'obsession ou même la jalousie. C'était du désespoir. Non pas pour cacher une histoire d'amour, mais pour protéger un avenir qui pourrait s'effondrer à cause d'une fausse vérité. Et bientôt, elle allait affronter cette vérité, pas avec accusation, mais avec observation. Et un dernier test tout en douceur. Parce que, comme elle l'avait toujours su, ce n'est pas ce que les gens disent qui révèle la culpabilité, mais ce qu'ils essaient de ne pas dire. Le soleil était bas dans le ciel, dorant les toits de Larkspur Hollow, d'une lumière dorée qui donnait à tout un sentiment de chaleur et de sérénité. Mais l'illusion commençait à s'effriter. Les rumeurs concernant l'interrogatoire de Minnie Hargrove s'étaient répandues dans le village comme une traînée de poudre. Aucune accusation n'avait été portée, mais le mal était fait. Le nom de la jeune fille était désormais entaché, dans l'esprit de ceux qui mesuraient la vérité à sa proximité avec le scandale. Certains parlaient de folie, d'autres d'obsession. Encore moins nombreux étaient ceux qui envisageaient l'innocence, mais Miss Marple y avait réfléchi, tranquillement, minutieusement, et avait décidé de le faire, la broche cachée derrière le miroir. La lettre détaillant les craintes d'Ariane. Le ruban de Minnie planté avec précaution à côté d'un couteau et d'un mouchoir taché dans la cabane du jardinier. Trop ordonné, trop théâtral. Le tueur, Miss Marple le savait, n'essayait pas de disparaître. Ils essayaient de direct. Soupçon direct ailleurs. Et une telle personne n'agirait jamais sous l'effet de la panique. Elle agirait avec détermination, avec élégance. Et maîtrise. C'est pourquoi Miss Marple a demandé un dernier thé à Fernwood Rise. « J'aimerais inviter quelques personnes, » dit-elle à Edith Glencroft ce matin-là. « Une réunion intime, informelle, juste les proches d'Ariane. Je pense qu'un moment de recueillement serait apaisant. » Edith, dont les nerfs étaient visiblement à vif ces derniers jours, esquissa un sourire las. « Si tu penses que ça peut t'aider, Jane. Mais je ne pense pas que les choses s'arrangeront vraiment tant que tout ne sera pas résolu. »« Oh !» dit Miss Marple d'un ton doux. « Je suis tout à fait d'accord. » À 4 heures de l'après-midi, le soleil s'était transformé en une brume délicate, projetant de longues ombres sur les pelouses de Fernwood. Miss Marple était assise sous le hêtre pourpre, comme tant de fois auparavant. Cette fois, cependant, elle occupait le fauteuil central d'une petite table ronde dressée avec des tasses à thé, des sandwichs au concombre et des biscuits sucrés. Un petit groupe s'était rassemblé à son invitation. Lionel Glencroft, pâle et abattu, les yeux ombragés mais vigilants. Edith Glencroft, gracieuse comme toujours, même si ses doigts s'agitaient sans cesse avec l'ourlet de sa manche. Le révérend Chudley, les yeux doux, les mains jointes en prière sur ses genoux. Clara, Willoughby, arrivée en retard et avec une intensité tranquille. Et enfin Minnie Hargrove, visiblement secouée bien que clairement réconfortée par l'invitation de Miss Marple versa le thé elle-même, ses mouvements étant calmes et délibérés. « J'ai pensé, dit-elle doucement, que nous pourrions peut-être partager chacun un souvenir de Miss Fontaine, d'Ariane. » Lionel s'agita sur son siège. « Annabelle, murmura-t-il. C'était son nom. Elle me l'a dit une fois dans un moment d'honnêteté. » Les yeux d'Edith brillèrent, mais elle ne dit rien. Miss Marple sourit doucement. « Alors, souvenons-nous d'Annabelle. » Il y eut une pause. « Je me souviens, dit le révérend, de sa voix, basse comme du velours. Même en colère, elle ne montait jamais. Elle avait de la présence. « Elle a été gentille avec moi, » murmura Minnie. « Du moins, au début.
Elle disait que je lui rappelais qui elle était avant la scène. Je me souviens, dit Clara d'une voix froide, qu'elle n'a jamais vraiment réussi à s'intégrer. Miss Marple prit une gorgée de thé. S'intégrer est souvent le signe de quelqu'un qui a appris à se cacher. Et Ariane Annabelle en avait assez de se cacher. Edith eut un petit rire. Elle ne semblait pas lassée de l'attention. Miss Marple la regarda avec bienveillance. « Non, mais l'attention et la vérité sont deux choses différentes. Tu ne trouves pas ?» Edith haussa un sourcil. « Tu crois qu'elle a dit la vérité ?»« Finalement, » dit Miss Marple. « Mais à ce moment-là, c'était trop tard. » Une autre pause. Miss Marple se tourna alors vers Lionel. « Je crois que tu as essayé de la protéger. » Il leva brusquement les yeux. « J'ai essayé, » dit-il d'une voix ténue, « mais je ne savais pas comment. Et elle ne me laissait pas faire. Elle avait toujours 3 coups d'avance sur moi. Elle avait peur, dit Miss Marple. Elle était menacée, non pas par Marcus Drew, il avait disparu depuis longtemps, mais par quelqu'un de bien plus proche. La table s'est immobilisée. Miss Marple posa soigneusement sa tasse de thé sur sa soucoupe. Elle a laissé un mot. Continua-t-elle calmement. Un mini, caché dans son sac. Un mot qui mentionnait une clé. Et où la trouver? Personne n'a bougé. Elle a écrit que si quelque chose lui arrivait, je devais en être informé. Les doigts de Clara se resserrèrent légèrement sur sa tasse. Les yeux de Miss Marple se tournèrent vers Edith Glencroft. « J'ai fouillé le miroir de sa coiffeuse, » dit-elle. Il y avait un compartiment caché, très astucieusement conçu. À l'intérieur se trouvait la broche. Edith cligna des yeux, son visage indéchiffrable. Miss Marple poursuivit. « Ce n'est pas quelqu'un qui s'enfuyait qui l'a pris. C'est quelqu'un qui avait accès à l'information, quelqu'un qui n'éveillerait pas les soupçons. » Les lèvres d'Edith s'entr'ouvrirent. « Tu dis, je dis, » dit doucement Miss Marple, « que quelqu'un dans cette maison connaissait le véritable passé d'Ariane. Il savait ce que signifiait cette broche, et savait que si elle restait visible, si on la voyait, cela la relierait à un vieux scandale. » Impliquant la succession de Lawrence Drew, Clara se pencha légèrement en avant, le regard fixe. « Et qui se soucierait d'un scandale ?» demanda Miss Marple. « Qui pourrait s'inquiéter des conséquences pour le nom de la famille, pour un futur mariage, ou pour la fortune familiale, qui ferait quoi que ce soit, rien, pour éviter que ce scandale ne ruine l'héritage de leur foyer, c'est Clara qui a parlé. » Edith. Edith resta immobile. Son visage était pâle. Ses yeux se plissèrent, non pas sous l'effet de la panique, mais par calcul. « Je le savais, » dit-elle doucement. Les autres regardaient fixement. « Je savais qui elle était, » poursuivit Edith. « J'ai fait vérifier ses antécédents, en privé par l'intermédiaire d'une amie de Saint-Aldelme. Quand j'ai découvert qu'elle avait été impliquée dans une dispute à propos d'une broche volée, je l'ai confrontée. Elle a tout balayé, bien sûr. Elle m'a dit qu'elle avait mis ça de côté, mais ensuite, elle a commencé à porter la broche, ici, dans cette maison, devant des invités. » Sa voix s'est aiguë. « Sais-tu ce que ça aurait signifié pour Lionel si la nouvelle s'était répandue? Ce que ça aurait signifié pour moi? Cette maison, l'héritage de mon mari, notre nom, traîné dans la boue. Tu l'as tué, » murmura Lionel, l'horreur naissant. Edith se tourna lentement vers lui. « Je protégeais, toi. Tu as étranglé une femme. J'ai fait taire une erreur, » a déclaré Edith. La voix de Miss Marple était calme. « Vous avez planté le ruban, le couteau. Vous avez essayé de faire croire que quelqu'un de plus jeune, de plus émotif, de plus naïf l'avait fait. » Le sourire d'Edith était faible. « Las, ça aurait marché, si tu n'avais pas été si attentionné. » Minnie tremblait. « Vous avez pris la broche, » dit Miss Marple, « parce qu'elle aurait tout relié à l'affaire Drew, et parce que vous craignez qu'elle ne révèle non seulement Annabelle, mais aussi votre désir désespéré de sauver les apparences. » Edith n'a pas répondu. Miss Marple se tourna vers Doyle, qui était sorti de la maison quelques minutes plus tôt et se tenait maintenant tranquillement derrière la haie, ayant tout entendu. « Inspecteur,
dit-elle. Vous voudrez peut-être prendre une déclaration. Doyle s'avança, Edith Glencroft se leva calmement, posa sa serviette sur la table et se tourna vers la maison sans protester. Miss Marple la regarda partir, son expression indéchiffrable. « Je n'ai jamais voulu ça, » murmura Lionel. « Non, dit doucement Miss Marple, mais vous avez laissé faire, et dans des familles comme la vôtre, le silence est souvent le plus dangereux des complices. » Le village de Larkspur Hollow n'a jamais oublié le thé de Fernwood Rise. Bien que le procès-verbal officiel indique qu'Edith Glencroft a été arrêtée discrètement, avec dignité et sans résistance, il ne rend pas compte du calme qui a suivi son arrestation. Le lourd silence de l'incrédulité, le changement de jugement inconfortable des villageois, alors qu'ils commençaient à réécrire leur histoire mentale, se demandant si les signes avaient toujours été là. Le lendemain matin, une chronique discrète est apparue dans le Gazette de Saint-Aldelme, une matriarche éminente du village en détention à la suite d'un tragique incident lors d'une garden party. Les mots meurtre et Broche Hill brillaient par leur absence, même si chacun savait ce que signifiait réellement l'article. Le nom d'Edith Glencroft, autrefois prononcé avec autant d'admiration que de crainte, portait désormais quelque chose de fragile, quelque chose de fissuré. Miss Marple, cependant, ne se concentrait pas sur les gros titres. Elle s'occupait de nouer des liens. Les aveux du tueur ne suffisaient pas. La vérité dans l'esprit de Miss Marple n'était pas arrivée toute formée. Elle avait été gagnée, façonnée par une compréhension approfondie et par la compassion pour les blessures que les gens s'efforçaient tant de dissimuler. C'est pourquoi, 2 jours plus tard, elle invita plusieurs visages familiers dans la salle de lecture de la bibliothèque du village. Elle disposa les chaises en cercle, comme pour un groupe de discussion, et offrit du thé et des biscuits, du gingembre pour Clara, des sablés pour Minnie et une douce camomille pour le révérend. Chadley. Lionel vint aussi, même s'il semblait avoir vieilli de quelques jours et non d'années. Il était assis dans un coin, les mains jointes, les épaules voûtées. L'inspecteur Doyle était également là, debout près de la fenêtre, avec un carnet dans sa poche et l'expression d'un homme qui avait appris que la vérité porte parfois des gants de dentelle. Lorsque tout le monde fut assis, Miss Marple joignit les mains et commença doucement. « J'ai pensé qu'il serait utile de parler clairement, maintenant que la tempête est passée, ou du moins qu'elle a commencé. » À l'être. Il y eut des hochements de tête. Personne ne l'interrompit. « C'est curieux, » a-t-elle poursuivi, « de voir à quel point le meurtre est souvent perçu comme un moment de folie, un point de rupture. Mais d'après mon expérience, il est bien plus souvent le résultat d'une pression soutenue, d'un long et lent bouillonnement de peur, d'orgueil et d'aveuglement. » Son regard se posa sur Lionel, mais sans accusation. Juste de la tristesse. Annabel Gray, que nous connaissions sous le nom d'Ariadne Fontaine, n'était pas une sainte. Mais elle ne représentait pas non plus une menace, contrairement à ce que beaucoup croyaient. Certes, elle avait un passé. Elle avait changé de nom. Elle avait été impliquée dans un scandale impliquant Marcus Drew et un héritage familial controversé, la broche cramoisie en forme de serpent. Mais son véritable crime dans ce village était d'être compliqué. Elle marqua une pause, laissant les choses se calmer. Edith Glencroft connaissait son passé. Elle craignait que cette information, si elle était révélée, ne ternisse les fiançailles de son fils, leur statut social et, plus profondément, sa propre identité de gardienne de l'héritage et de l'ordre. Elle a confronté Annabel, et lorsqu'elle a refusé de disparaître discrètement, Edith a fait un choix. La voix de Miss Marple s'adoucit. Elle prit la broche dans la loge. Elle la cacha dans la cabane du jardinier avec le ruban de Minnie, un couteau de cuisine et un mouchoir taché. Des éléments qui, pensait-elle, dépeindraient l'envie et l'instabilité de la jeunesse. Elle avait observé l'admiration de Minnie pour Annabel et soupçonnait qu'elle serait vulnérable aux insinuations. Minnie baissa les yeux, les joues rouges. Mais Edith a sous-estimé quelque chose.
poursuivit Miss Marple. Elle a sous-estimé le pouvoir du détail. Elle se tourna légèrement vers Doyle. La tache que M. Webster a remarquée sur la robe d'Annabelle. Elle provenait d'une substance chimique utilisée pour préserver les tissus, probablement transmise par quelqu'un, qui avait récemment manipulé des produits de nettoyage. Madame Glencroft avait supervisé les préparatifs de la garden party toute la semaine. Cela l'a reliée aux vêtements même qu'elle a prétendu plus tard n'avoir jamais vus de près. Doyle hocha légèrement la tête, les yeux plissés par le souvenir. Miss Marple fit alors un geste vers Clara. « Clara, c'est toi qui as poussé Minnie à parler. Et à juste titre. Ton instinct était bon. Mais tu dois aussi comprendre que Minnie essayait de protéger une femme qui lui avait témoigné sa gentillesse, peut-être la première femme adulte à la traiter non pas comme une enfant, mais comme une égale. Ce genre de loyauté aussi. Fragile soit-elle est souvent plus éloquent que les faits. Minnie cligna des yeux pour retenir ses larmes, mais resta assise un peu plus droite. « Et Lionel, dit enfin Miss Marple, tu n'étais pas complice. Mais tu es resté silencieux, tu as vu les lettres, tu as soupçonné le chantage. Tu savais que quelque chose clochait, mais au lieu d'affronter ta mère ou ta fiancée, tu t'es replié sur toi-même. Tu t'es dit que protection rimait avec passivité. C'est bien là toute la tragédie, n'est-ce pas ?» Lionel déglutit difficilement. Je pensais que ça se résoudrait tout seul. C'est rare, dit doucement Miss Marple. Le mal prospère dans le silence. Il y eut un moment de silence. Le révérend s'éclaircit la gorge. Et la broche? Miss Marple fouilla dans son réticule et en sortit une petite boîte en velours. Elle l'ouvrit avec précaution, révélant la broche en forme de serpent dans toute sa splendeur sinistre, cramoisie et or scintillant, les yeux grenats accrochant la lumière. Elle l'avait cachée derrière le miroir de la coiffeuse. Un compartiment secret, une cachette connue d'elle seule. Elle craignait que cela ne trahisse son passé, mais elle savait aussi que c'était une preuve, la preuve de quelque chose d'enfoui depuis longtemps. Elle laissa un mot à Minnie, au cas où. Une dernière tentative pour s'assurer que, si quelque chose arrivait, la bonne personne l'écouterait. Elle ferma doucement la boîte. Et nous voilà donc là. L'inspecteur Doyle s'avança enfin. Il y aura bien sûr une procédure formelle. Madame Glencroft a avoué, et la couronne s'en chargera. Mais je suis d'accord avec mademoiselle Marple. Il est important de comprendre comment c'est arrivé. Pas seulement quéquer ce qui s'est passé. Il regarda autour de la pièce. On ne peut pas toujours prévenir les tragédies, mais peut-être qu'en tirant les leçons de ces tragédies, nous pourrons en éviter d'autres. Il n'y a eu aucune dispute. Et dans le silence qui suivit, quelque chose changea. Non pas une résolution. Miss Marple savait qu'il valait mieux ne pas s'y attendre. Mais une sorte d'apaisement. Le poids du mystère, enfin levé. Ce soir-là, le village reprit ses rituels avec une sorte de normalité réticente. Madame Yates fut aperçue taillant sa lavande avec un peu moins d'ardeur. Monsieur Waller retourna approvisionner sa vitrine de mercerie aux couleurs printanières. Et même Clarissa Brattle, dont le goût du scandale était sans égal, prit son thé avec un silence inhabituel. Mais dans un modeste salon niché au coin de Church Street, Miss Marple était assise avec son tricot sur ses genoux, un livre ouvert, à côté d'elle, et une tasse de thé refroidissant sur le rebord de la fenêtre. Elle ne pensait pas à Edith Glencroft. Elle pensait à Annabel Gray, une fille qui s'était réinventée, qui avait risqué une nouvelle vie, qui avait essayé, peut-être trop tard, de dire la vérité. On pensait souvent que Miss Marple aimait l'ordre parce qu'il apportait du réconfort, mais ce n'était pas tout à fait exact. Elle aimait l'ordre parce qu'il permettait à la vérité de parler, et dans ce cas, c'était le cas. Dans un miroir, dans une broche, dans un silence enfin rompu, on disait, non sans gentillesse, que l'arx pur. Hollow revenait toujours à lui-même. Malgré la violence des ragots et la tragédie du scandale, le village, comme les saisons, retrouvait son calme. Les haies étaient à nouveau taillées,
les tasses de thé remplies, et la postière reprit. Son habitude de fredonner sans mélodie, en triant les enveloppes à la main. Même Fernwood Rise, autrefois si profondément ancré dans une tension silencieuse, n'était plus évoqué à voix basse, mais avec une pointe de nostalgie, comme si cette terrible affaire n'avait été qu'un malheureux pli dans un rideau par ailleurs respectable. Et pourtant, pour ceux qui l'avaient vécu, vraiment vécu, les choses avaient changé. Une semaine plus tard, Miss Marple était assise dans son modeste salon, les rideaux de dentelle tirés à moitié pour masquer la lumière de midi. Une légère brise agitait le bord du journal posé sur sa table de chevet. Madame Edith Glencroft en attente de procès, en détention dans le comté. L'article était bref, respectueux et remarquablement vague. Elle n'avait pas besoin de détails. Finalement, ce n'est pas à un procès qu'elle pensait, ni à son issue, ni aux gros titres qui suivraient. C'était la nature de ce qu'Edith Glencroft craignait si profondément. Pas de chantage, pas d'exposition, mais trouble, perte de contrôle. Une réputation entachée, un monde soigneusement cultivé s'écroulant sous le poids du passé trouble d'une femme. Pour un crime commis en silence, les raisons d'Edith avaient été si fortement humaines. Miss Marple mit le journal de côté, reprit son tricot, et laissa ses pensées vagabonder tandis que le rythme familier de l'aiguille et de la laine stabilisait ses mains. On frappa à la porte. Elle l'ouvrit et trouva Minnie Hargrove, debout, avec un petit paquet à la main et un air de gratitude hésitante sur son visage. « J'ai pensé que tu aimerais les récupérer, » dit Minnie. « Les lettres, celles que tu as données à l'inspecteur Doyle. »« Ah » dit Miss Marple en acceptant le paquet. « Oui, merci ma chère, je suis contente qu'il les ait rendues. Il n'était pas très long, » ajouta rapidement Minnie. « Mais il était triste. » Miss Marple hocha la tête. « La tristesse prend de nombreuses formes. » Minnie hésita, puis dit doucement, « Je repense à ce jour-là. À quel point j'ai failli être accusée. Si Clara ne m'avait pas dit de parler, si tu ne m'avais pas cru. » « Vous avez été courageux, » dit simplement Miss Marple. « Et quand les gens disent la vérité, même quand la peur tente de les faire taire, c'est une forme de courage. » Minnie baissa les yeux sur ses gants. « Je ne pense pas avoir été courageuse. Je crois que j'étais juste fatiguée de faire semblant de ne pas en savoir plus. » Miss Marple sourit. « Voilà, ma chère, le début de la sagesse. » Ils partagèrent le thé dans le salon, ne parlant pas de broches, de lettres ou de compartiments cachés, mais de petites choses, les géraniums en fleurs près de la chapelle, le retour des hirondelles dans les champs, le nouveau club de lecture, qui commençait à la bibliothèque. Lorsque Minnie se leva enfin pour partir, elle s'arrêta à la porte. « Les gens l'oublieront-ils » demanda-t-elle soudain. « Annabelle, je veux dire. » Miss Marple réfléchit à cela. On oublie peut-être le nom, mais pas l'histoire, et l'histoire devient partie intégrante du lieu. Cela semblait la satisfaire. Miss Marple regarda la jeune femme disparaître dans la ruelle, sa démarche, plus légère qu'elle ne l'avait été depuis des semaines. Ailleurs dans le village, Lionel Glencroft se tenait dans la bibliothèque vide de Fernwood Rise, le silence pesant sur lui comme le souvenir d'une musique depuis longtemps disparue. Le portrait de son père était toujours accroché au-dessus de l'âtre, sévère et fier. Comme s'il observait la maison se protéger de la honte, il tenait la broche serpent dans sa main, non pas pour la garder, mais pour la rendre. Il n'avait aucun intérêt à le préserver comme un héritage. Pour lui, c'était la relique d'un moment qui avait brisé quelque chose dont il n'était pas sûr qu'il puisse réparer. L'inspecteur Doyle lui avait laissé le choix. Les preuves ont été rassemblées. Le reste, c'est à vous de décider. Gardez-les, détruisez-les, ou donnez-les à quelqu'un qui pourrait comprendre. Lionel n'était pas sûr de ce à quoi ressemblait la compréhension, mais il savait qu'il avait vu clair depuis le début. Le même après-midi, Miss Marple trouva sur le pas de sa porte une petite boîte en velours, enveloppée de papier kraft et ficelée. Un court mot écrit avec soin par Lionel l'accompagnait. Tu avais raison. Elle voulait que quelqu'un la voie telle qu'elle était vraiment. Et quelqu'un l'a fait. Merci.
Miss Marple n'ouvrit pas la boîte. Elle la rangea dans un tiroir, de son buffet, sous un paquet de violettes pressées et une recette de sirop de sureau. Elle n'eut plus besoin de la consulter. Sa signification avait déjà été précisée. Le dimanche apportait le doux tintement des cloches de l'église et l'odeur fraîche des scones frais à la vitrine de la boulangerie. Le sermon du pasteur était doux, riche en allusions au pardon et à la vérité, et à sa conclusion, l'assemblée s'attarda plus longtemps que d'habitude, se serrant la main et s'arrêtant un peu plus tendrement dans leurs salutations. Le révérend Chadley trouva ensuite Miss Marple dans le cimetière, son regard posé sur la bordure de lavande nouvellement plantée. « Tu crois qu'elle a trouvé la paix ?» demanda-t-il doucement. « Ariane ?» répondit Miss Marple. Il hocha la tête. Miss Marple prit son temps avant de répondre. « Je crois qu'elle en a trouvé une version. Assez, au moins, pour tenter de réparer une injustice. » Chudley regarda, les pierres tombales à voix basse. Ce sont ceux qui restent qui luttent avec le reste. Elle lui adressa un petit sourire triste. Mais on fait ce qu'on peut. Le village avançait. Clara Willoughby a rejoint le club de lecture et s'est mise à lire à voix haute avec un nouveau regard. Monsieur Waller a fait don d'un nécessaire de couture à l'œuvre caritative de l'Église en mémoire d'Ariane. Et même Clarissa Brattle, d'habitude si avide de commérage, est devenue étrangement silencieuse sur le sujet, reconnaissant peut-être, au fond d'elle-même, que certaines histoires méritaient d'être mises au repos. Sous la surveillance attentive de Lionel, Fernwood Rise ne ferma pas ses portes. Il ne resta pas non plus un monument à scandale. Peu à peu, il recommença à accueillir de petits rassemblements. Thé de charité, lecture de poésie, fête d'été. Les rideaux furent tirés. Les pièces s'aérèrent. Un nouveau rythme fut rétabli. Quant à Miss Marple, elle reprit ses paisibles promenades dans le village, son ombrelle soigneusement repliée sur un bras et son chapeau parfaitement incliné. On l'accueillit avec la chaleur réservée à une personne à la fois chérie et discrètement redoutable. Elle n'avait jamais cherché la reconnaissance, seulement la vérité. Seul le travail silencieux et durable d'observation et de compréhension de ce qui se cache sous la surface même du plus doux des sourires. Parce que dans chaque village, aussi pittoresque ou serein soit-il, il y a des secrets. Et là où il y a des secrets, Miss Marple écoute.